La ville la nuit. Entretien avec Nicolas Chausson. Je suis Nicolas Chausson, donc j'ai 34 ans. Je suis à la fois chargé d'études en urbanisme à l'Agence d'urbanisme de Lyon, où je travaille sur des questions liées à l'habitat et au logement. Et en parallèle, j'ai une activité de recherche en géographie, dans le cadre d'une thèse que je suis actuellement en train de terminer, qui porte sur les nuits de la métropole lyonnaise. Quand on me demande pourquoi est-ce que j'ai choisi de travailler sur la ville la nuit, j'ai plutôt l'impression que c'est un peu le sujet qui m'a choisi et pas forcément moi. Je me souviens quand j'étais petit, d'ailleurs, quand j'étais en CE1, j'avais écrit un poème sur la ville la nuit qui a été publié dans un petit recueil de poèmes de mon école. Je l'ai mis en introduction de ma thèse, puisqu'effectivement j'avais 6 ans ou 7 ans et je disais que je trouvais beau une ville la nuit et que j'avais envie et que j'aimais bien la nuit. Donc c'était assez marrant, je m'en suis souvenu après. Et disons qu'après, la ville la nuit a été à la base une opportunité quand j'étais en M1 de faire un stage à l'agence d'urbanisme de Lyon qui cherchait un étudiant pour défricher un peu le sujet, puisqu'à l'époque la métropole de Lyon, à l'époque le Grand Lyon Communauté Urbaine, voulait préfigurer un observatoire des temps décalés des temps de la nuit, et donc l'agence d'urbanisme avait proposé un stage sur le sujet. Et moi tout de suite je me suis dit que je voulais ce stage parce que je trouvais qu'il avait quelque chose de décalé en fait. Il était décalé en termes de temporalité d'une part, mais il était surtout décalé dans le sujet, dans le sens où beaucoup de mes camarades avaient des sujets sur l'architecture, sur la planification, sur le logement, sur les transports. Et moi je m'étais dit je trouvais ça fun en fait, ce sujet un peu sur la nuit, et je trouvais ça assez marrant, assez loufoque presque, et ça m'a tout de suite attiré parce que j'avais envie. Je me suis dit je peux encore me permettre en tant qu'étudiant de travailler sur des sujets un peu en marge, et donc du coup j'ai choisi de faire ce stage-là. Et moi qui à la base n'étais pas prédestiné à faire une thèse, c'est parce que j'ai fait ce stage sur la ville la nuit que j'ai décidé de faire une thèse sur ce sujet-là. On a plein de choses à découvrir en fait, parce qu'on sait beaucoup de choses de la ville du jour, mais au final de la ville la nuit on n'en sait rien. Et moi j'avais envie à un moment d'apporter un peu ma pierre à l'édifice et puis de creuser un peu ce sujet de toutes les manières possibles, puisqu'on a très peu de données sur le sujet, donc il faut toujours être un peu bricolé, inventé pour essayer de comprendre ce qui se passe sur un territoire, et c'est surtout ça qui m'a plu. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, en fait, ça s'impose un peu à nous. L'activité nocturne d'une ville, d'un territoire, d'un pays, d'une population augmente progressivement. Depuis des années, on dort de moins en moins et on occupe de plus en plus nos soirées, voire le début de nos nuits, pour y faire des activités. Alors des fois, on se sert de la soirée pour y décharger un petit peu de cette surabondance du quotidien. Parce qu'aujourd'hui on court toujours partout, on a plusieurs identités, on est parents, on est professionnel, on est mari ou femme de quelqu'un, donc du coup on jongle avec toutes ces identités là, on a un quotidien où on court toujours partout, et effectivement quand on rentre dans la soirée et après dans la nuit, c'est des moments où d'un seul coup les choses s'apaisent, où on peut plus prendre du temps pour soi. Et c'est aussi durant ces périodes-là qu'on fait ce qu'on n'a pas eu le temps de faire la journée, quoi. Donc il y a ça a augmenté l'activité nocturne d'une population, donc du coup de la ville aussi. Mais à côté de ça, c'est un temps qui est économiquement productif, puisqu'il y a un développement du travail de nuit. C'est la chasse au temps mort, au final, tout le temps qui n'est pas utilisé à des fins économiques est aujourd'hui exploité. Donc je citais le week-end, le dimanche l'est aussi, et la nuit aussi. Mais la ville la nuit, et la nuit c'est aussi un temps qui est socialement productif, c'est-à-dire que alors qu'à la journée on va plutôt vivre des relations sociales qui vont être entre guillemets subies, quand je dis subies c'est dans le cadre du travail par exemple, c'est-à-dire qu'on est en interrelation avec des gens qu'on n'a pas forcément choisi de côtoyer. Par contre, quand on arrive le soir, on est dans des relations sociales qui sont beaucoup plus choisies, c'est-à-dire que je choisis de voir ou de ne pas voir certaines personnes, je choisis de faire telle ou telle activité, et donc c'est là où, entre guillemets, on commence à avoir
un lâcher-prise des codes du jour, et on arrive dans une temporalité où l'horloge importe peu. Ce qui va compter, c'est les moments qu'on passe avec les gens avec qui on le passe. Parfois ça peut être des moments seuls aussi, et donc c'est tout cet univers-là d'environnement social choisi, avec des activités aussi choisies, qui fait que la soirée et la nuit est source de régénération sociale aussi. Quand on interroge les gens sur leur sortie nocturne, généralement on va avoir des discours qui vont s'opposer. Cette jeune femme Adeline, pour pas la citer, qui adorait sortir dans les pentes de la Croix-Rousse et me disait mais ça me fait du bien de me sentir avec des gens de gauche, entre guillemets. Elle fait des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, ça me change du travail. Donc là, on rejoint un peu ce que je disais au début, donc un environnement social choisi. Et à côté de ça, on avait une autre personne qui, au cours de l'entretien, qui disait mais moi jamais je n'irai dans les pentes de la Croix-Rousse, jamais. Pour moi, c'est insécure là-bas. Moi, je préfère sortir au Brotteau. J'aime bien les nuits bling bling. Je sais que ça coûte cher, mais à côté de ça, c'est dans cet environnement-là que moi je me sens bien. Donc là, on a deux nuits qui s'opposent complètement en termes de contexte géographique et de contexte social aussi. Par contre, il y a quelque chose de fondamental et de commun dans les discours des deux personnes, c'est les bienfaits de la nuit, l'importance de l'entre-soi et d'avoir des prestations, une ambiance sociale, une ambiance sonore aussi en termes de musique ou de choses comme ça. Il y a aussi une ambiance en termes de mode vestimentaire qui correspond à leurs envies du moment en fait. Donc la nuit, souvent c'est décrit comme un voyage. C'est dans un autre monde pour quelques heures, et donc du coup il faut que la ville la nuit propose différentes destinations. Moi j'ai envie d'une nuit un peu plus électro, moi j'ai envie d'une nuit un peu plus calme, moi j'ai envie de rien faire cette nuit, j'ai envie de rester chez moi, donc j'ai besoin de calme. Il y en a qui ont envie simplement de se promener mais de se sentir en sécurité. Ils ont envie d'avoir un peu de paysage urbain éclairé parce que ça participe de la poésie de la ville, mais en même temps ils veulent pas un suréclairage parce qu'ils ont envie d'un peu cette intimité. Et en fait tout ça dessine une pluralité de la nuit, une pluralité des pratiques nocturnes qu'un urbanisme de la nuit doit prendre en compte avec bienveillance en fait. Les activités de la ville la nuit, on va dire, il y a plusieurs types. Il y a ce qui est de l'ordre de la poursuite du jour, c'est-à-dire qu'il y a des activités de sécurité et de ce que certains chercheurs appellent la ville de garde, c'est-à-dire qu'une partie des activités de la ville reste en éveil et en veille la nuit, c'est-à-dire qu'on veille sur la population, les hôpitaux restent ouverts, les pompiers sont toujours là, la police aussi est toujours là en cas de problème, donc il y a cette activité de veille, alors que tout le reste tend à tomber un petit peu en sommeil, mis à part certaines activités ludiques festives, et aussi certaines activités de fonctionnement économique, type l'approvisionnement des magasins, tout ce qui est logistique et tout ça, c'est un peu les coulisses de la ville aussi la nuit. C'est dans la ville la nuit qu'on va aussi préparer la ville du jour. C'est dans la ville la nuit qu'on va nettoyer les rues, c'est dans la ville la nuit où les commerces vont se réapprovisionner. Et donc tout ça, ça participe un peu à faire de la nuit un univers un petit peu atypique, un temps en marge où on se balade un petit peu dans les coulisses de la vie réelle au final, quoi. La ville la nuit, c'est un espace-temps de conflit. Dans ce genre de discussion, il faut toujours mettre espace-temps. Parce qu'en fait, il y a plusieurs nuits, comme tu l'as dit. Il y a la ville qui dort, la ville qui s'amuse, la ville qui travaille. Donc ça, c'est toujours un peu des phrases qu'on trouve d'une manière assez récurrente dans la littérature sur le sujet. Et effectivement, c'est plusieurs villes qui existent dans la ville la nuit, plusieurs versions de la ville. Sauf que les situations de coprésence et dans l'espace et dans le temps, de la ville qui s'amuse et de la ville qui dort, c'est la coprésence de ces deux fonctions de la ville qui entrent en conflit. Et donc du coup, imaginez une ville la nuit plus soucieuse de la qualité de vie, ce serait imaginer une ville la nuit où quelqu'un qui veut dormir puisse disposer d'un environnement plus assombri avec plus de calme, et une personne qui souhaite s'amuser puisse pouvoir s'exprimer comme il le veut au sein de l'espace public, sans avoir la crainte de gêner quelqu'un qui dort. Donc là, on est vraiment dans de la coprésence spatiale et temporelle de l'activité. Penser un aménagement nocturne, c'est aussi
penser la ville dans l'espace et le temps. Aujourd'hui, dans la pratique de l'urbanisme, on est énormément lié à l'espace. On va mettre un plan, on va dire ici ça va être de l'activité économique, ici ça va être l'habitat, ici c'est un centre ancien, c'est du patrimoine. Voilà, ça on sait le faire, on sait le préserver. Par contre, on ne sait pas dire ici c'est une zone d'activité, mais après 19h il ne se passe plus grand chose. Ici c'est de l'habitat, attention, c'est une zone qu'il faut qu'il soit toujours au calme parce que ici c'est des populations qui dorment. Par contre c'est des territoires qui sont vides la journée parce que les gens sont partis travailler. Ici c'est un territoire qui a tendance à vivre jusqu'à 3-4 heures du matin, donc y préconiser un développement de l'habitat c'est pas forcément le plus judicieux. Et donc avoir ce genre de réflexion, c'est avoir une réflexion dans la ville dans 3 dimensions. Longitude, latitude et le temps, quoi. Et donc, encore une fois, c'est cette dernière variable temps qui nous manque. Une variable temps qui manque dans les phases de diagnostic, c'est-à-dire quand on fait un diagnostic de territoire, quand on essaye de comprendre comment fonctionne un territoire, on va beaucoup se balader, mais assez peu d'études proposent d'y aller le jour et d'y aller la nuit, par exemple. Très peu de données statistiques existent en dissociant ce qui se passe le lundi, le dimanche, le jour comme la nuit, parce qu'on n'a pas de données temporalisées. Donc on a un manque de connaissances cruelles sur le sujet. Sans connaissance fine du sujet et des dynamiques temporelles, on peut difficilement développer des outils adaptés en fait. C'est ce que j'essaye un peu de faire dans ma thèse, de proposer quelques premiers outils, en proposant notamment des choses assez basiques. J'ai écrit un moment dans ma thèse, c'est qu'on parle aujourd'hui, on a un quartier de la Part-Dieu qui est en pleine restructuration, et dans beaucoup de rapports, on parle du quartier de la Part-Dieu comme un quartier vide après les heures de bureau. Est-ce que justement ce ne serait pas une aubaine ? On a un territoire en plein centre-ville, en plein centre urbain, où il y a un déficit d'animation en soirée, on le dit, et en même temps il y a assez peu d'habitat. Là on est typiquement dans un exemple où développer certaines formes d'activité nocturne dans ce quartier pourrait être possiblement moins générateur de conflits qu'en développant une boîte de nuit à Montchat par exemple. Pareil, encore une fois, on a aujourd'hui une vie nocturne qui est extrêmement centralisée dans l'hypercentre de la ville, donc de la ville de Lyon. Effectivement, quand on habite dans le centre-ville, on a accès à ces aménités de la ville nocturne. Par contre, quand on habite à Vénissieux ou quand on habite en première couronne de la ville, on n'a pas forcément le même niveau d'accès à ces aménités. Donc du coup, il y a un déséquilibre. Avec cette hyper-centralisation du loisir nocturne, par exemple, on a une inégalité d'accès à ces aménités. Donc ça pose des questions de fond, d'autant plus que après minuit, il n'y a plus de services de transport public pour y aller. Donc du coup, il y a des inégalités sociales d'accès à la vie de la nuit. Et donc une des propositions, ça pourrait, pourquoi ne pas développer ou imaginer développer certaines aménités nocturnes dans les proches périphéries. Et à ça, on a un autre territoire qui pourrait être intéressant, c'est toutes les zones industrielles. On a des vastes zones industrielles qui sont des non-lieux sans urbanité, c'est assez triste. Et pourquoi est-ce que ces espaces-là ne pourraient pas être réinvestis par la nuit et ne pourraient pas gagner en urbanité par la nuit ? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des petites poches où on pourrait reconstituer certains espaces de pseudo-liberté et où on pourrait s'exprimer sous de nouvelles formes culturelles ou musicales ou je ne sais quoi, mais sans crainte de gêner la population. Et donc on recrée d'autres hotspots de la vie nocturne, mais ex nihilo et pas dans des tissus historiques en fait. Et en même temps en y proposant aussi d'autres formes de culture par exemple. Un autre exemple par exemple, c'est aussi ce que souvent j'en dis, c'est les friches urbaines par exemple. La friche aujourd'hui c'est un moment de transition souvent quand on a des friches en hypercentre. Un bâtiment il est désaffecté, 2-3 ans après il est mis en attente, 2-3 ans après il sera rasé pour je ne sais quel autre projet. C'est la vie de la ville, ça fonctionne comme ça. Mais ces moments de latence, pourquoi est-ce que plutôt que d'avoir un délaissé urbain, des fois en zone centrale ou en zone hyperdense, pourquoi ne pas autoriser l'occupation temporaire des lieux, quoi.
l'appropriation politique et des politiques publiques sur la nuit, elle est lente, elle est timide et elle n'est pas encore complète aujourd'hui. La ville de Lyon, aujourd'hui, si on regarde de l'extérieur, on pourrait avoir l'impression qu'elle fait très attention à sa vie nocturne, parce que fête des lumières, parce que plan lumière. Alors qu'en fait, quand on regarde d'un point de vue des politiques publiques, la nuit, elle n'a pas les mêmes égards que la ville de jour. C'est-à-dire que la nuit, pour le jour, on développe beaucoup de batteries de politiques publiques, sociales, économiques, environnementales, voilà. La nuit, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, dans la vie de la nuit, on a une succession de politiques publiques qui se juxtaposent dans le temps, mais qui ne sont pas forcément coordonnées entre elles. Fin des années 80, 1989, pour la première fois, la ville de Lyon a vu la nuit comme un cadre urbain valorisable, à travers le premier plan lumière. Par contre, on a juste pensé le paysage nocturne, on n'a pas pensé le contenu de la ville. Après, on a développé les politiques événementielles, la fête des Lumières. C'est des grands rassemblements collectifs, populaires, qui brassent beaucoup de monde. Donc du coup, c'est la nuit comme support de la politique événementielle. Là, on est dans une nuit extraordinaire. Au final, on est durant lequel le fonctionnement quotidien de la ville est suspendu et pour être dans un fonctionnement extraordinaire. Après, dans le milieu des années 2000, on a commencé à développer les premiers transports urbains, donc du coup on a commencé à aménager tranquillement la ville de la nuit, à proposer quelques premiers services urbains. Donc il y a eu les 4 premiers bus, les 4 premières lignes de nuit pleine lune. Là on est quand même dans un moment aussi un peu historique, puisque les métros vont être poussés jusqu'à 2h du matin prochainement à Lyon, donc du coup ça participe de ce nouveau processus d'une adaptation des services aux besoins de la population. Et puis quatrième axe de politique publique, c'est tout ce qui a été développé depuis 2006, c'est les chartes pour la qualité de la vie nocturne, qui avaient essentiellement pour objectif d'assurer la sécurité des visiteurs dans les établissements, en faisant attention que chaque établissement respecte bien les normes acoustiques, des choses comme ça, mais aussi un document, une charte qui entendait mettre autour de la table les professionnels de la nuit, les services de la ville et aussi les collectifs du riverain afin de discuter ensemble d'un fonctionnement de la ville plus apaisé. Donc voilà, on a différents axes de politique publique, mais on a aussi beaucoup d'oubli. C'est-à-dire, on parle de charte pour la qualité de la vie nocturne. Par contre, on ne parle pas de la qualité des prestations, on ne parle pas de la qualité de ce que propose la ville, on ne parle pas de culture. On parle assez peu d'économie. On parle pas de localisation de l'activité. On parle assez peu de choses qui sont pourtant essentielles pour la qualité de vie des individus. Donc aujourd'hui, une ville, peu importe laquelle, est tiraillée entre deux enjeux fondamentaux. D'un côté, il faut que la ville soit animée pour des enjeux de rayonnement, d'attractivité. C'est les enjeux un peu fondamentaux des villes et des métropoles aujourd'hui dans le contexte de la compétition interurbaine. Donc ça, on est dans des échelles de rayonnement, donc des échelles macro. Mais à côté de ça, au-delà de la ville animée, il faut aussi que la nuit reste une temporalité apaisée afin d'assurer le nécessaire repos de la population. Donc entre animation et apaisement de la ville, qu'est-ce qu'on fait de nos nuits ? Comment est-ce qu'on assure un minimum son développement et la diversification de ses activités sans surdévelopper l'activité nocturne et sans tuer la nuit aussi ? Parce que le risque c'est ça, c'est de dire il y a tel besoin, on développe tous azimuts, en tout point du territoire, et au final, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tué la nuit. On a tué la nuit, et la nuit elle est banalisée, donc on éclaire tout, on ouvre tout, et donc là c'est une dérégulation totale qui fait qu'au final on aura tout perdu. Donc du coup, comment est-ce qu'on développe à minima l'activité nocturne ? La question c'est une nuit pour qui ? Une nuit pourquoi ? Une nuit pour quoi faire ? Une nuit où ? Et après comment ? Et avec qui ? Et donc c'est un peu la finalité un peu de mes recherches, c'est sans positionner l'individu au centre de la démarche, parce que nous les urbanistes on est très forts pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. On brasse de la donnée statistique et puis on va dire on va vous faire un beau projet. Sauf que généralement les urbanistes on est assez peu coutumiers du fait d'aller dans la rue interroger les habitants pour essayer de leur demander en fait vous faites quoi vous la nuit ? De quoi vous avez besoin ? De quoi vous avez envie ? De quoi surtout vous ne voulez pas par exemple ? Ça on le fait assez peu.
parce que ça demande du temps, ou des choses comme ça. Mais en faisant ça, au final, en écoutant les gens, c'est là où on en apprend vraiment sur le sujet. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma thèse auprès d'une trentaine d'individus. Et en fait, c'est ces 30 individus qui m'ont donné les pistes de réflexion pour faire des propositions, pour intégrer la nuit. Enfin, tout ce que je vous dis là, tout ce que je dis là dans l'enregistrement, au final, est aussi beaucoup issu des échanges que j'ai eus avec la population. C'est en comprenant les représentations de chacune et de chacun que j'ai pu construire un peu ma réflexion sur la vie de la nuit. Et sortir aussi de mes propres représentations. Donc du coup, l'individu dans la nuit est essentiel pour moi, pour mieux comprendre son devenir au final. La ville, la nuit, un podcast proposé par l'association Robin des Villes.